Chers spéculateurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai revendu une partie de mes bitcoins hier. Je vais aussi vous présenter un secteur qui est en train d'exploser actuellement en bourse, hein. Vous allez voir que c'est davantage sur des actions américaines. Il va certainement entrer en bulle au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Il y a des super belles opportunités. Je vous les présente d'ailleurs dans cette vidéo. Vous allez voir que on va parler de biotech, on va parler de money management parce que les biotech, ce sont des actions qu'il ne faut pas trader à la va-vite comme ça parce qu'il y a un risque, un potentiel d'accident négatif qui est assez important. Et je vais vous expliquer l'astuce pour neutraliser complètement ce risque et pouvoir trader en toute sérénité les biotech qui sont vraiment des actions explosives quand le secteur s'emballe. Donc restez accrochés, cette vidéo, c'est du pur contenu, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est parti. C'est parti pour notre analyse du sentiment de marché avec le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc là, rien de neuf cette semaine, hein. On est toujours dans notre petit scénario de consolidation, hein, tel que on l'avait anticipé depuis quelques semaines, hein. On est en train de construire un potentiel petit triangle. La tendance de fond est très haussière. On est simplement dans une pause au sein d'une tendance. Maintenant, sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, c'est exactement pareil. Là, on est en train de construire le petit point d'inflexion de la consolidation. Donc le scénario le plus probable là au cours des prochaines semaines, c'est une poursuite de la consolidation de l'indice CAC 40 avec, on verra par la suite, hein, mais probablement en 2018 une cassure par le haut et une nouvelle jambe haussière qui devrait se dessiner. Je vous le rappelle qu'on est dans une belle tendance haussière, un beau marché haussier initié, c'était en décembre 2016. Donc voilà, tout est au beau fixe pour les indices européens. C'est confirmé aussi par le DAX, hein, le DAX dans un beau marché haussier. Là, on est en train de travailler le petit support. Soit on casse le support, on vient rejoindre ce niveau-là, soit on continue entre les deux bornes. Quoi qu'il en soit, voilà, belle tendance haussière. On reste dans un money management qui est assez agressif, hein, avec le haut de notre échelle de money management. Lundi, je vais vous publier un article spécial performance en bourse et gestion du money management pour que vous compreniez ça de manière beaucoup plus fine et pointue. Vous aurez des exemples, etc. Ensuite, alors, en ce qui concerne le Nasdaq, donc c'est-à-dire le marché américain, on est toujours sur des plus hauts, il n'y a même pas de consolidation là pour le coup. On a un beau momentum, une belle dynamique bien haussière. C'est long et régulier, hein, vous le voyez. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en termes d'analyse technique. C'est une tendance haussière et idem pour le SP500. Cette semaine, on a fait une petite semaine de hausse qui était légèrement en pause, hein, mais voilà, on vient d'effectuer encore un nouveau plus haut historique sur le SP500. Donc, sentiment de marché très haussier. On continue à être très positif, on continue à lancer nos screeners tous les soirs et à chercher nos pépites, hein, de swing trading, que ce soit du swing daily ou du swing hebdo. Il y a pas mal de swing daily, notamment tout ce qui est requête. Je vais en reparler dans cette vidéo, mais en ce moment, ça bouge bien sur la requête de marché. Alors, un petit point sur le Bitcoin. Voilà, moi je tenais juste à vous informer que j'en ai revendu. Donc voilà, ça c'est la barre d'aujourd'hui. Hier, j'en ai revendu ici un sacré paquet. Ça veut pas du tout dire que le Bitcoin n'a pas encore un potentiel de hausse qui est astronomique, hein. Ça veut simplement dire que là, on est dans un hyper climax run, que vraiment la hausse s'est accélérée très très fortement et que pour moi, à mon sens, il faut commencer à prendre ses bénéfices parce que la prochaine consolidation qui nous permettra de reprendre à nouveau position, eh bien, elle risque d'être assez forte, assez profonde, hein. À l'image de la hausse, la consolidation devrait être assez agressive. Donc voilà, je vais vous passer le Bitcoin en graphe en échelle logarithmique. Vous allez voir que même sur une échelle logarithmique, donc l'échelle logarithmique par rapport à l'échelle linéaire, on s'affiche la progression en termes de pourcentage. Donc ça nous permet d'avoir un graphique qui est beaucoup plus, on peut beaucoup plus apprécier le rythme de la hausse qu'en échelle linéaire. Regardez, si je vous le repasse en échelle linéaire, vous n'allez pas voir, voilà, on ne voit pas ce qui se passe en dessous, on voit simplement la dernière hausse, mais on ne voit pas vraiment les fluctuations. Alors qu'en l'échelle logarithmique, ça nous permet, quand on a des mouvements qui sont très très forts comme ça, eh bien de davantage apprécier, le rythme de hausse, de tout simplement la vélocité et le rythme de hausse d'un mouvement des prix. Donc tout simplement, je voulais vous dire ça parce que regardez, en rythme logarithmique, on a quand même une très très belle accélération, une très forte accélération là, ici au cours de ces deux séances là.
Donc simplement, hein, c'est voilà, quand on a des mouvements qui commencent à rentrer en climax ou en hyperclimax run, à s'accélérer, eh bien c'est qu'on est dans une situation où la spéculation est très très féroce, où les gens deviennent beaucoup trop cupides et ce n'est pas soutenable sur le moyen long terme. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur Facebook, moi mon Facebook, il est complètement envahi de posts de gens qui se vantent de leur plus-value sur le Bitcoin, qui se vantent d'avoir fait des prédictions incroyables et qu'ils ont eu raison sur le Bitcoin. On entend tout le monde est en train de conseiller à tout le monde d'acheter du Bitcoin ou de ne pas acheter du Bitcoin. Bref, il y a une espèce d'effervescence médiatique et autour des réseaux sociaux, enfin dans les réseaux sociaux autour du Bitcoin qui font que là, ça commence à être un petit peu chaud. Il y a beaucoup trop de gens qui n'ont absolument aucune notion de spéculation, aucune notion d'investissement et qui commencent à faire des recommandations boursières. Donc voilà, hein, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est typique des comportements des actifs qui sont en bulle. Hein, quand vous avez le coiffeur, le taxi, la grand-mère qui vous dit d'acheter ou de revendre du Bitcoin, c'est qu'a priori, on est dans un mouvement en bulle. Hein. Et bien sûr, personne ne peut dire si on est au début, au milieu ou à la fin du mouvement en bulle. Ça, la seule façon de pouvoir timer ses entrées et ses sorties, c'est l'analyse technique et faire du suivi de tendance. Là voilà, moi j'allège un petit peu, je rentrerai certainement dessus quand il y aura une prochaine opportunité d'entrer en position. D'ailleurs je vous en alerterai, je vous en parlerai dans la vidéo du samedi ou sur les réseaux sociaux, hein, sur le Facebook, l'Instagram ou sur mon blog. Quoi qu'il en soit, voilà, là vous avez une petite alerte. Si vous voulez prendre quelques profits, si vous hésitez à prendre quelques profits, moi je pense que c'est le moment d'alléger un petit peu ses positions. Je vous dis pas de tout revendre, mais simplement, enfin voilà, moi ce que je fais en tout cas, c'est que j'allège un petit peu le un petit peu, ça représente déjà des très importantes plus-values, de quoi limite s'acheter un appartement avec ces allègements de petites positions, alors que je suis rentré assez tardivement, je suis rentré ici là. Je vous avais annoncé ça sur les réseaux sociaux. En direct, hein, quand j'ai pris ma position, et puis dans la vidéo hebdo du samedi aussi. Donc voilà, le prix il a simplement fait x4 et quelques, x5. Donc c'est pas non plus quelque chose d'astronomique, mais voilà, j'étais assez agressif sur mon entrée en position puisque j'avais à la fois une position de swing trading et à la fois une position long terme. J'avais fait deux positions d'un coup. Donc pour le long terme, je joue en gros les fondamentaux, donc c'est simplement une fraction de mon patrimoine global. Et pour le swing trading, c'est mes plans de trade habituels, hein, notamment dans l'école. Tous les élèves qui sont dans l'école, vous savez exactement comment j'opère. Simplement, je suis passé sur l'unité de temps en daily pour exploiter cette pattern. Et voilà, des patterns sur le Bitcoin, il y en avait une ici, une ici, une ici, et après la vélocité était trop forte pour détecter les patterns en daily. Donc il n'y avait plus de prise de position, d'entrée en position après octobre, ça devenait beaucoup trop rapide et là c'est en train de s'accélérer. Donc c'est certainement pas le moment actuellement de prendre position si on veut faire une plus-value à horizon de quelques semaines. Là on est plutôt en train d'essayer de prendre ces plus-values pour exploiter l'accélération du mouvement. Donc voilà, je vous parle du Bitcoin parce que c'est vraiment le truc dont tout le monde veut que je parle en ce moment. On n'arrête pas de me poser des questions là-dessus. Donc voilà, vous avez mon avis, ce que je suis en train de faire sur le Bitcoin. Donc j'en conserve pour du très long terme. En swing trading, je commence à alléger mes positions. Le 10 et le 18, on va intégrer le CME, le CBO. Le CBOE et le CME qui sont en fait les contrats futurs, hein, aux États-Unis. Donc on va avoir tous les gros investisseurs, les institutionnels qui vont pouvoir commencer à entrer dans la danse. Alors entrer, c'est pas forcément entrer à l'achat, hein. Ils ont aussi la possibilité de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de vendre à découvert et de jouer à la baisse. Donc voilà, on ne sait pas du tout dans quel sens ça va partir quand le Bitcoin va être coté en tant que produit structuré, en tant que contrat futur. Mais voilà, en tout cas, ça va ajouter de la volatilité, de la liquidité sur cette crypto. Et encore une fois, la révolution, c'est pas le Bitcoin. La révolution, c'est la blockchain. C'est cette nouvelle technologie qu'est la blockchain. Le Bitcoin, c'est simplement symptomatique de ce qu'est la blockchain. C'est simplement un outil, un élément qui met en valeur, qui met sous le feu des projecteurs du grand public et de la planète ce qu'est la blockchain.
le Bitcoin en soi, c'est pas la révolution. La révolution, c'est la blockchain. Donc quand vous pensez que c'est le Bitcoin qui vaut des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, un Bitcoin, ça vaut plusieurs millions d'euros, essayez de remettre ça un petit peu à l'échelle de ce qu'est le Bitcoin par rapport à ce qu'est la blockchain. La blockchain, c'est la nouveauté, c'est voilà, c'est la nouvelle technologie qui va transformer la façon de consommer, la façon de délivrer des services, des produits, la façon dont les métiers vont se réorganiser au cours des prochaines années. Mais ce n'est pas le Bitcoin. Il y a énormément de crypto-devises qui utilisent la blockchain. Le Bitcoin, c'est la plus connue, c'est celle dont tout le monde parle actuellement. Mais encore une fois, on ne sait pas dans 5 ou 10 ans où en sera le Bitcoin. On ne sait pas si cette crypto-devise aura été diluée, si elle aura été, comment dire, si elle aura été splittée, diluée, rachetée par d'autres, absorbée par d'autres crypto-devises. Voilà, on ne sait pas si elle existera encore dans 5 ou 10 ans. Donc voilà, c'est simplement pour un petit peu calmer les ardeurs de ce que je peux lire sur les réseaux sociaux. C'est pas le Bitcoin la révolution, c'est la blockchain. Alors cette semaine, on a le secteur des pharmaceutiques aux États-Unis et même des biotech qui est en train d'émerger, qui est en train d'exploser, qui est en train de nous faire une percée. Et croyez-moi, ce secteur, il est très chaud, il est très tendu quand il entre en bulle. On a des actions qui peuvent prendre 300, 500, 1000, 2000% assez rapidement, mais c'est des actions aussi qui peuvent, sur une simple annonce, perdre 50% de leur valeur. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel money management il est possible de mettre en place pour trader ce genre de mouvement de marché. De manière générale, quand on a des biotech qui sont retournés sur nos screeners et qu'on a des belles patterns dessus, il est hors de question de les trader, justement à cause de ces fameuses annonces qui sortent de nulle part. Alors moi j'y connais rien en biotech, hein. Je sais qu'il y a les phases 1, phase 2, phase 3, c'est des annonces bref, c'est des annonces qui sont en rapport avec l'entreprise pour la validation ou pas d'un médicament ou d'une recherche. Et quand il y a cette publication qui tombe, donc il n'y a pas de date, hein, c'est vraiment ça tombe de nulle part, et bien l'action sur la simple appréciation de cette annonce peut perdre moins 50% de sa valeur. Donc si vous avez 10% de votre capital investi sur une valeur qui perd 50% de sa valeur, vous vous retrouvez avec une perte de 5% de votre capital. Donc vous comprenez que il est absolument hors de question de s'exposer à ce genre d'accident négatif de richesse à partir du moment où on doit mettre sur le tapis un pourcentage de son capital qui est trop important. Donc on verra, je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment il est possible de trader ce genre d'action à partir du moment où la volatilité est suffisamment bonne et suffisamment forte sur ce genre d'action, de manière à ce que même si l'action perd moins 50% sur une annonce, eh bien ces moins 50% n'est qu'un impact, vous l'aurez compris, que de moins 0,5% sur votre capital, voire, allez, au pire des cas, moins 0,8%. Alors avant de vous énoncer les petites règles de money management, je vais simplement vous présenter quelques opportunités là qui sont passées sur nos screeners de Rocket qui étaient très intéressantes. Alors on a déjà l'action VKTXW, vous voyez en haut à gauche, vous avez le nom de l'action, le ticker. D'ailleurs elle est sous 2 tickers différents cette action. Je vous ai mis, c'est le ticker le plus intéressant, donc typique des mouvements de Rocket, une large base, extraction de la large base avec des volumes. Cette extraction, elle s'est faite avec un mouvement déjà de 630%. Donc vous voyez un petit peu la force, la vélocité de ce genre d'action. Ensuite, là, on a une nouvelle base. Ici, le breakout, on a les volumes. On avait les volumes avant, la micro-base, les volumes qui sont arrivés ici. Et là, la validation du breakout avec la clôture au-dessus. Et là, on est en train d'accélérer avec à nouveau les volumes. Donc, vous voyez que là-dessus, vraiment, voilà, on a un très beau potentiel de hausse pour les séances et les semaines à venir. Ça, c'est de la RDM, hein, c'est de la requête de marché. On va avoir aussi cette action-là qui était dans un contexte de trading très intéressant, une large base, une extraction de la large base avec un mouvement qui s'est... Alors là, on ne le voit même pas parce qu'on est en linéaire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur le Bitcoin, le linéaire, eh bien, ça tasse les cours. Le logarithmique, ça nous permet d'avoir une bonne
une bonne vision de ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, une hausse déjà de 210% depuis l'extraction de la première large base. Ensuite, on a une petite consolidation très sympathique. Voilà, comme ceci. On a eu ensuite la micro-base, mais là le problème avec cette action, c'est qu'elle a ouvert avec un gap. Donc si vous aviez placé votre ordre à plage de déclenchement sur ces niveaux-là, le problème, c'est tout simplement que vous ne pouviez pas être exécuté à l'achat puisque les cours ont ouvert beaucoup plus haut et l'ordre à plage de déclenchement ne nous permet que d'être exécuté entre les deux bornes qui nous intéressent. C'est-à-dire que si ça ouvre trop haut, du coup on n'est pas exécuté, on n'est pas pris à l'achat. Donc c'est comme ça fait partie du jeu. Mais voilà, cette action, avant le breakout, en tout cas, elle était vraiment en mode requête avec cette tasse, avec lance 1. Vous voyez le double creux là qui était en train de se former. Là, ça commençait à être quelque chose de très intéressant avec un comportement de cette action. Vraiment, voilà. C'est typiquement le comportement historique qu'on recherche pour trader les requêtes. Ensuite, autre action du secteur pharmaceutique. Alors, on va la passer en hebdo, celle-ci, FMS. Donc cette action, en hebdomadaire, on a cette petite tasse avec lance. On a eu le breakout cette semaine. Par contre, cette action, voilà, tout ce qui est intéressant ici, c'est la tasse avec lance. Là, ça c'est très propre. Le mouvement au préalable, il est correct. Par contre, si on regarde un petit peu plus dans le passé ce qui s'est passé, vous voyez que cette action, elle est molle. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Là, limite, vous voyez la tendance, on peut la tracer comme ça, dans un espèce de canal. Mais nous, ce qu'on veut, on ne veut pas des canals haussiers. Nous, on veut des mouvements paraboliques. On veut des mouvements qui s'accélèrent de plus en plus. Ça ne nous intéresse pas du tout, nous, les canals haussiers. C'est vraiment le truc qui ne nous intéresse pas. Les mouvements sont trop mous. Ils sont trop normalisés. Nous, on recherche des mouvements, vraiment des mouvements patates. Donc voilà, cette action, elle a une belle pattern en hebdo, mais par contre, elle a un comportement qui n'est pas suffisant pour que nous puissions mettre un trade dessus. Vous voyez la différence entre le comportement de cette action et celui des deux actions précédentes que je vous ai présentées. Hein. Et les trois sont issus du secteur pharma et donc dans les pharmaceutiques, il y a des sous-secteurs. Et en l'occurrence, les biotech sont les plus réactives, mais aussi les plus dangereuses. Alors, juste pour vous expliquer rapidement le money management que l'on peut mettre en place quand on a un mouvement sectoriel sur les biotech. Comme je vous l'ai dit, le risque sur une biotech, c'est tout simplement que vous preniez la position. Alors, on va dire, ici, elle est à 4. Regardez pas le graphique, hein, c'est juste le schéma qu'il faut regarder. Vous prenez la position à 4 et l'action ouvre avec un gap baissier de moins 50% sur une news. Donc du coup, vous avez acheté sur ce niveau-là à 4 et vous allez être exécuté, vous allez revendre votre position à perte sur 2. Vous avez perdu 50% parce qu'il y a eu un gap baissier, c'est-à-dire qu'il y a un trou de cotation entre l'endroit où vous avez acheté et l'endroit où le lendemain les cours se remettent à côté. Il y a un trou, donc il n'y a aucune transaction qui n'a pu être exécutée dans ce trou. Les premières cotations sont exécutées moins 50% plus bas. Ça veut dire que sur votre ligne, sur le nombre d'actions que vous avez achetées, vous avez perdu 50% de la valeur. Si vous avez mis 100% de votre capital, c'est un drame. Par contre, si vous avez mis 1% de votre capital, c'est pas un problème du tout. C'est même pas un problème, au contraire, c'est même plutôt quelque chose de très intéressant puisque on se retrouve avec une action qui, au pire, si elle fait faillite, on ne perdra que 1% de notre capital. Or, nous, on traite sur des actions qui sont en plein mouvement haussier, en plein boost. Donc, elles ne sont pas du tout dans des situations de faire faillite. Mais rarement, sur ce genre d'actions que sont les biotech, il faut s'attendre de manière assez rare, mais ça arrive, à ce qu'on appelle un accident négatif de richesse avec, comme je vous l'avais dit, ce genre d'annonce où l'action se prend moins 50% dans les dents. Et donc, si on a mis que 1% de notre portefeuille sur ce genre d'action, ou allez, on va dire 1,6% de notre portefeuille sur ce genre d'action, et que l'action perd moins 50%, eh bien nous, notre perte, elle est de moins 0,5%, et elle peut aller jusqu'à moins 0,8%. Et regardez à quoi ça correspond, ça. Alors, je vais vous le mettre en gros. Ça correspond à notre échelle de money management que je recommande. Je recommande pour les portefeuilles qui sont suffisamment capitalisés, c'est-à-dire au-delà de 15 000, 20 000 euros, de trader avec un money management, donc un risque par trade, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites un trade, vous allez investir un certain montant de manière à ce que si le trade parte mal et que vous êtes exécuté sur votre stop loss, vous allez perdre entre
0,5% de votre capital global et 0,8%. 0,5% typiquement c'est quand on est dans un marché en range et 0,8% on va être un petit peu plus agressif sur notre money management, c'est quand on est dans un marché haussier. Et bien vous voyez que cette tranche de money management, si vous investissez, alors je vais vous le mettre, 1% de votre capital sur une biotech ou 1,6% de votre capital sur une biotech, si la biotech, elle perd 50% de sa valeur, dans les deux cas, vous allez perdre soit 0,5% de votre capital, soit 0,8% de votre capital. Et encore une fois, là, on reste dans notre échelle de money management. Donc, vous voyez que ça, là, en fait, ça nous permet de trader les biotech en étant complètement sécurisé, en étant alerte, en sachant exactement combien on est prêt à perdre et que cette perte respecte scrupuleusement notre money management. C'est la seule façon que l'on a de trader les biotech en étant aligné avec notre money management. À partir du moment où vous allez prendre des positions supérieures à 1% et supérieures à 1,6% de votre capital, vous sortez de votre money management et vous vous exposez, vous êtes à risque. Donc voilà, ça c'est très important. Alors, bien sûr, quand vous placez le gros avantage des biotech, c'est que ce sont des actions qui sont très volatiles. Donc si vous entrez en position sur ce genre d'opportunité, vous avez votre entrée qui va se retrouver vers 2,21. Vous avez votre stop qui va se retrouver là vers 1,26. Vous voyez que déjà, entre votre niveau d'entrée en position et votre sortie de position, il y a un différentiel de moins 42%. Vous voyez, moins 42%. Donc, bien sûr, si vous mettez 100% de votre capital, vous savez que si vous entrez là avec 100% de votre capital et que vous êtes exécuté sur votre stop, vous allez perdre déjà moins 42%. Donc, c'est en ça que le money management, le journal de trading va vous permettre de calculer le bon nombre d'actions à investir sur le marché de manière à ce que vous soyez entre là et là, déjà sur le money management que je vous expliquais, qui est la base, vraiment la base en bourse, entre moins 0,5% de votre capital. Donc c'est-à-dire que si vous entrez à 2,20 et que vous sortez ici à 1,26, vous avez perdu entre 0,5 et 0,8% de votre capital. Et pour les biotech, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que la ligne que vous passiez soit supérieure à 1,6%. Donc voilà, vous avez le petit tricks, la petite astuce pour pouvoir trader les biotech avec un money management qui soit aligné avec nos garde-fous, c'est-à-dire avec une spéculation professionnelle et pouvoir profiter des mouvements exceptionnels que nous procurent les biotech, notamment quand le marché global des biotech entre en bulle. Et donc juste pour information, là on a l'indice IBB, l'indice des biotech. Vous voyez que cet indice entre 2001 et 2011, il était dans ce qu'on appelle une large base. Vous voyez que ça s'est bien resserré. On a eu le breakout ici et ensuite on a le mouvement de bulle qui s'est mis en place. Ensuite, on a eu l'implosion de la bulle, donc l'éclatement, c'est normal, il y a toujours, ça ne peut pas monter indéfiniment, c'est exactement ce qui se passera sur le Bitcoin, ce qui s'est passé des centaines de milliers de fois sur d'autres actions, sur d'autres actifs financiers, quels que soient les fondamentaux, ça ne peut pas continuer indéfiniment à monter jusqu'au ciel, il y aura toujours un nouvel actif qui prendra le relais, qui absorbera l'actif en bulle, parce que ce nouvel actif aura une nouvelle technologie, aura quelque chose de plus intéressant, et récupérera toute l'attention des investisseurs et du grand public qui du coup désinvestiront du précédent actif en bulle pour mettre un nouvel actif à nouveau dans une bulle. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, là on a eu la première correction, là on a eu la consolidation et là devinez quoi, regardez, hop, on a un signal en termes d'analyse technique, comme quoi là on est en train d'entrer à nouveau dans une nouvelle phase, dans une nouvelle séquence de hausse à long terme sur l'indice IBB, l'indice biotech. Donc il y a fort à parier qu'au cours des prochains trimestres, au cours des prochaines années, on a un nouveau mouvement sectoriel sur les biotech qui soit très fort et qui nous redessine une bulle. Donc ça risque d'être, les biotech risquent à nouveau au cours des prochains trimestres et les prochaines années d'être le genre d'actifs que l'on va avoir régulièrement analysé sur nos screeners. Et donc vous savez maintenant comment il est possible de les saisir. Il faut simplement respecter le money management que je vous ai enseigné dans cette vidéo. Allez, pour poursuivre avec d'autres opportunités de marché qui nous ont été retournées cette semaine, on a cette action là,
EGAN, donc marché baissier, recovery avec une large base, extraction de la large base. Regardez les volumes là qu'il y a en septembre comparativement à avant. Donc là, il y a de l'activité, les gens commencent à accumuler ce titre. On a eu une première envolée des cours, plus 150%. La première tasse avec la Hanse, vous voyez que ça se resserre bien. On a les volumes qui arrivent avant et pendant le breakout. Donc là, ici, là, on avait prise de position obligatoire. Si vous aviez cette action dans votre liste et que vous n'avez pas pris position, je vous en veux. C'est vraiment, voilà, c'est un cas d'école, c'est du classique. Il n'y a rien à... Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir quand on sait exactement ce que l'on recherche comme type d'opportunité. Hein. C'est du swing daily, ça. Ensuite, autre action, là aussi, recovery, hein. Marché baissier, la large base. Là, on avait une première possibilité d'entrer en position. Donc ça, c'est de la requête, hein. Première base, c'était pas de la requête magique, c'était pas la plus belle requête, mais voilà, les deux premières bases en général, c'est des bons points d'entrée pour les requêtes de marché, ou sinon il faut vraiment qu'on soit en mouvement parabolique. Or là, déjà, on est en mouvement parabolique. Donc la cassure cette semaine a eu lieu, donc avant-hier, là, la validation. Aujourd'hui, les volumes sont là. Donc là aussi, c'est de la requête, c'est assez basique. Il faut juste savoir que... il n'y a pas tout le temps des requêtes de marché, c'est-à-dire que le marché, il a des cycles de momentum, il a des cycles de vélocité. Il y a des mois ou des trimestres pendant lesquels on va avoir beaucoup de requêtes de marché, parce que les marchés nous présentent des larges bases avec des premières envolées et des belles petites patterns à assez court terme, comme ça, là, comme c'est le cas ici. Et puis il y a d'autres trimestres pendant lesquels on va davantage avoir des trades de news, ou des rushs boursiers, ou des leaders de marché. C'est simplement le rythme, la vélocité du marché qui change. Et comme cette vélocité change, eh bien, on aura quasiment plus de requêtes à trader et il faudra passer à un autre type d'opportunité de marché. Donc ce sera des opportunités de marché qui seront un petit peu plus lentes en termes de momentum ou sur lesquelles il faudra trouver un catalyseur comme ce que j'enseigne dans le trading de news, où il faudra passer sur du swing trading hebdo. Alors l'avantage du swing trading hebdo, hein, que j'enseigne dans l'école, c'est que c'est tout terrain, on trouve toujours des opportunités. Mais voilà, le swing trading daily tel que je vous le présente là, il est beaucoup plus assujetti au cycle de marché, notamment donc au rythme, à la vitesse d'accumulation des investisseurs. Et il y a certaines phases pendant lesquelles les investisseurs sont très agressifs, ils accumulent très fortement, et on a plus de requêtes qui nous sont retournées par nos screeners, et d'autres phases pendant lesquelles les investisseurs ont besoin d'être plus rassurés, donc ça va plus être des catalyseurs de type trade de news, ou des leaders de marché, ou des rushs boursiers. Donc voilà, je tenais à vous parler de ça parce qu'il est très important de comprendre que c'est pas la fête. C'est pas la fête tous les jours sur les marchés. C'est pareil, le Bitcoin, là actuellement, il est en plein mouvement parabolique, mais c'est pas comme ça tous les jours. Ce sera pas comme ça tous les ans pendant 30 ans ou 40 ans. Il faut simplement apprendre à aller trouver les actifs qui sont dans les meilleures situations possibles, quel que soit l'état du marché. Le marché nous délivre toujours des opportunités. C'est à nous d'aller les trouver grâce à nos screeners, nos plans de trade. Et si le marché, en ce moment, il nous délivre beaucoup de requêtes de marché, eh bien, on se fait plaisir sur les requêtes. Si demain, c'est plus des trades de news, on se fera plus plaisir sur les trades de news. C'est pour ça qu'il faut avoir tous les outils comme ça, complémentaires, dans son arsenal de swing trader, de manière à pouvoir les sortir en fonction de la bataille que l'on a à mener en face. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo dans laquelle il y a une webconférence qui dure plus de 2 heures, dans laquelle je vous explique tout mon arsenal d'outils, les 5 étapes, les 5 phases que j'ai vécues pour pouvoir passer de trader débutant à trader rentable. Je vous donne mes meilleurs conseils, donc vraiment ne loupez pas cette webconférence, vous allez apprendre énormément de choses. Elle est en descriptif de cette vidéo.